voilà, Money in the Bank 2025 est passé, et je pose la question avec un grand cul. Est-ce que ça a été un paiement accepté, ou les liquidités ont-elles été insuffisantes? Le show a-t-il rattrapé un build-up pas foufou? Ou est-ce que la WWE sous TKO s'enfonce toujours plus dans le marais? Prenez-vous un café et faisons des plus et des moins. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon bilan de Money in the Bank 2025, c'est parti. Mes amis, j'ai regardé Money in the Bank, j'ai fait des plus et des moins, et pour être totalement honnête avec vous, il y a plus de moins que de plus, hein, on va être honnête, mais bon, il y a quand même quelques éléments qui m'excitent et qui m'intéressent, on va faire le point ensemble, ne vous inquiétez pas déjà. Information capitale, qui sont Mr. and Mrs. Money in the Bank? C'était quand même le truc le plus excitant de ce show, qui est le rendez-vous annuel pour décrocher l'opportunité au titre de son choix pendant un an. Et c'est vrai que personnellement, j'avais du mal à déterminer un favori avant, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. C'est vrai que je me disais à la fois, on pourrait partir sur un Seth Rollins qui serait quand même pas inédit, c'est sûr, mais vu, on va dire, sa domination avec son nouveau clan, hein, avec Paul Heyman, tout ça, pas impossible que ça mène à ce qu'il ait un titre et qu'il passe par Money in the Bank pour ça. J'avais quand même un petit espoir pour la sensation Solo Sikoa, enfin surtout parce que lui, je trouve qu'il est un peu à un point mort là depuis quelques mois, qu'il a vraiment besoin d'être totalement relancé. Bon, vous allez voir, il y a eu des choses qui se sont passées autour de lui, oh oui, oh oui. Et sinon, bon, est-ce que je considérais que un gars comme Penta ou Grande Americano, là, est-ce qu'ils avaient vraiment des chances, ou Andrade, pas tant que ça. Après, je me disais, j'ai plus l'impression de regarder un match de lucha libre que le match Money in the Bank, là, hein, vu le casting. Et ça restera quand même ma critique malgré tout. C'est vrai qu'en regardant ce match, nom d'un chien, je me disais, franchement, il y aurait pu y avoir un Cody Rhodes, il y aurait pu y avoir peut-être un Randy Orton, qui a lui aussi pris des vacances apparemment. Il y aurait pu y avoir un Roman Reigns, qui, à la place de se retrouver dans ce match, se retrouve dans une position où TKO veut carrément renégocier son contrat. Alors, si en plus on perd Roman Reigns ces prochaines semaines, alors là, catastrophe absolue, hein. Donc même un CM Punk aurait pu se retrouver dans le match, je me dis, quel gâchis quand même le casting. C'était ça qui prédominait pour moi en regardant, je me disais, j'ai l'impression de pas voir en tout cas un match avec le star power que ça aurait pu avoir. Alors vous pourriez me dire, et vous auriez raison, le but de Money in the Bank, c'est de construire une nouvelle star, de propulser celui qui est prêt à éventuellement être champion bientôt. Et à ce moment-là, je vous dis, oui, le résultat le prouve bien, hein. Et d'ailleurs, dans cette logique-là, je me suis dit, bah alors, si c'est pour propulser des nouvelles stars, il aurait fallu mettre aussi Bron Breakker, par exemple. Pourquoi pas mettre Bron Breakker? Enfin bref, vous l'aurez compris, le résultat a été assez... Alors, est-ce qu'il est étonnant? Je sais pas. Mais bon, peut-être que c'était finalement le favori, hein, en tout cas le plus gros nom. C'était bien sûr Seth Rollins, Mr. Money in the Bank. Alors, ce que je trouve sympa, c'est que moi, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est vrai que l'époque où il était Money in the Bank, en 2014, hein, c'était très marquant, c'était les tout débuts de son heel turn après avoir trahi le Shield, donc le revoir en Money in the Bank, je me dis, oh pourquoi pas, c'est marrant. Et puis, je me dis, même pour la crédibilité de ce clan avec Paul Heyman, Breakker et Bronson Reed, je me dis, peut-être que ça leur apportera encore plus de légitimité, on va dire. Bref, en tout cas, Seth Rollins et Mr. Money in the Bank, et c'est vrai que ce qui est quand même assez marquant, et ça me plaît bien, d'un point de vue symbolique en tout cas, c'est que c'est la deuxième fois qu'il gagne donc, et qu'il rentre dans l'histoire, tout comme avait fait CM Punk des années avant, rappelez-vous. 2008 et 2009, CM Punk gagne 2 années de suite la mallette Money in the Bank, et donc l'a été 2 fois, alors Edge aussi l'a été 2 fois, mais lui, rappelez-vous, il y avait l'autre fois où il l'avait gagné en la prenant à Mr. Kennedy à l'époque, ça date, hein, ça date, époque catch attack. Bref, le voir donc rentrer dans la légende de cette façon-là, je me dis, bah pourquoi pas, à voir où ça mène. Et surtout, ça nous rapproche potentiellement de l'affiche que je voulais il y a quelques mois, là, rappelez-vous, c'était juste après WrestleMania où je vous disais qu'un Seth Rollins contre Jey Uso, c'était un peu l'affiche à faire, là. Et on s'en rapproche, même si ce serait peut-être plus un cash-in sur le pauvre Jey Uso. J'ai envie de vous dire, no hit, là. Bref, le match en lui-même, est-ce que je l'ai bien aimé? Bah, franchement, je vais être honnête, je trouve que c'était surtout une succession de spots, genre on va de spot en spot, avec les fans qui font « This is awesome » comme des bons toutous, j'ai envie de vous dire. Et ça, je vous avoue que ça me met à bout, moi, personnellement. Enfin, à bout, c'est un grand mot, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu trop, genre, oui, alors là, on fait le spot où je te fais tomber en arrière sur l'échelle. Allez, 1, 2, 3, on y va, boum, this is awesome, allez, petite pause, allez, à vous de faire le spot maintenant. Et je trouve que tout ça, un peu comme le match tag team main event d'ailleurs, on va en parler, je trouve que ça manque un peu de, je sais pas, de fluidité,
on va dire, ouais, de rythme peut-être. Bref, je trouve aussi qu'il y a toujours un manque de réalisme dans ce genre de match, mais ça c'est très souvent, depuis des années, dans les matchs Money in the Bank, en gros le type qui grimpe sur l'échelle, tu te dis, bon bah là, il y a quelqu'un qui va venir l'interrompre, alors il prend son temps, alors que logiquement, si tu veux gagner, tu vas le plus vite possible en haut de l'échelle, donc c'est pas réaliste pour un sou, parce que machin doit sortir de son état végétatif pour venir l'en empêcher, ça me fait toujours un peu suer quand je regarde ça. Et puis surtout, comment passer à côté du sponsoring dans ce match? Encore une fois, TKO, argent, 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 toujours. C'est ouf comme tout est sponsorisé maintenant. Vous avez l'échelle Fireball, vous avez les sponsors sur le ring, vous en avez partout en ringside. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait carrément chaque match du show avait un sponsor. Je me dis, mais non d'un chien, où est-ce qu'on va là? Je sais que TKO, ils ont une dette et qu'ils veulent de l'argent à tout prix, mais quand même, c'est abusé, vraiment abusé. Donc ça m'a mis un peu à bout. Hein. Et surtout, quel est l'autre événement marquant, évidemment? Bah, c'est la trahison de Jacob Fatu. Et oui, puisque Solo Sikoa était dans le match, et bon, ça c'était très prévisible. Jacob Fatu qui vient pour l'aider, qui fait tout pour lui, qui lui met l'échelle, et il lui offrait presque un bouquet, j'ai envie de vous dire. Sauf qu'au dernier moment, il se retourne contre lui, et au lieu de crier son fameux « I love you Solo », c'était « I hate you Solo ». Et il se retourne contre lui, et boum, quand même, Solo Sikoa qui est victime d'un heel turn de Jacob. Ou est-ce que c'est un face turn? Possible. Le fait est que Fatu et Sikoa, c'est terminé. Mon bilan en tout cas, c'est que je suis curieux de voir quand est-ce qu'aura lieu le cash-in de Seth Rollins. Est-ce que ce sera à court terme sur un Jey Uso? Est-ce que ce sera dans plus longtemps? Pourquoi pas sur un Roman Reigns ou sur un Cody Rhodes, hein? À suivre, intéressant. Et pourquoi pas aussi d'ailleurs sur un CM Punk devenu champion, hein? Pas impossible. Le fait est que je me demande aussi quand est-ce qu'aura lieu le match inévitable entre Jacob Fatu et Solo Sikoa, peut-être à SummerSlam. Hein. Rappelez-vous d'ailleurs que dans ma carte idéale de WrestleMania 41, j'avais voulu un match entre eux avec un Loser Leaves WWE. Là, pour le coup, il y aurait de l'enjeu, il y aurait de l'excitation. Si le perdant, en gros, s'en va à tout jamais et qu'on le respecte, je dis oui. Et surtout, autre chose que je me disais, les gars, nom d'un chien, qu'est-ce qui se fracasse parfois dans les échelles? Alors même si on sait que tout ça, c'est des échelles un peu, voilà, un peu truquées, mais ça fait quand même réaliser à quel point ils se mettent en danger. Et justement, je vous donne rendez-vous le 7 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y aura une vidéo sur les blessures les plus choquantes du catch, notamment une que je trouve peut-être la plus hallucinante visuellement. Si vous la connaissez pas, croyez-moi, elle va vraiment vous marquer, celle de Psycho Sid. Je vous en dis pas plus, mais on va en parler, notamment celle-ci parmi d'autres, et ce sera méga intéressant. Et puis, j'en profite bien sûr pour vous dire un grand merci pour vos commentaires, vos likes, vos retours, vos ressentis. On partage tout ça, vous faites vivre la chaîne, et je vous en suis très reconnaissant. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein, et à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce match Money in the Bank, justement. Et puisqu'on parle de ce fameux match de l'échelle, évidemment, il faut dire que chez les femmes, c'est Naomi qui a gagné. Alors, est-ce que ce résultat me plaît? Je dis que Naomi, c'est vrai qu'elle s'est plutôt réinventée en étant heel depuis quelques mois maintenant. Donc à suivre, où est-ce que ça peut mener pour elle? Naomi, ça relancera peut-être un peu sa carrière aussi, hein. Donc pourquoi pas. En tout cas, je suis content pour elle, j'ai rien contre Naomi. Et évidemment, il y avait aussi eu, donc, dans le catch féminin ce soir-là, Becky Lynch, nouvelle championne intercontinentale, la fameuse feud qui, pour moi, m'a un peu gonflé déjà contre Lyra Valkyria. Mais bon, c'était quand même marquant, surtout la fin, où Lyra Valkyria a dû en quelque sorte couronner elle-même Becky Lynch. Mais bon, elle s'est pas laissée faire. Est-ce que ce sera l'occasion d'approfondir un peu ce personnage qui manque clairement de substance et de storytelling? Ce serait bien. À mentionner aussi que Dominic Mysterio a conservé son titre intercontinental, lui, contre Octagon Junior de AAA. Mais bon, allons au plus excitant et au plus intéressant. Le fameux match tag team, le fameux main event, dont j'attendais quand même un peu, parce que je me disais, quand même, là, la WWE, ils sont un peu dans la tourmente, hein, avec le bad buzz autour de R-Truth, les places qui coûtent cher de ouf, et tous ces, on va dire, ces scandales un peu autour de TKO, toutes ces histoires de toujours gagner plus d'argent, patati patata. Je me disais, ils ont quand même tout intérêt à faire un très gros main event qui fasse beaucoup parler. Alors, est-ce que ça a été le cas? Quand même oui, je trouve que oui, puisque donc dans ce match, donc John Cena et Logan Paul d'un côté,
Cody Rhodes et Jey Uso de l'autre, en sachant qu'un cash-in n'aurait pas été impossible de Seth Rollins. C'est vrai, hein. Et c'est ça d'ailleurs qui me plaît à moi de ouf par rapport au Money in the Bank, c'est que là pour tous ces prochains mois, en fonction de quand il le fait, il y aura toujours la possibilité du cash-in de Rollins. Et ça c'est quand même intéressant. Donc ce match-là, personnellement je me disais, il y aura peut-être un The Rock, un final boss qui va apparaître à la fin, surtout s'il y a SummerSlam bientôt, va bien falloir qu'il revienne, un de ces quatre. Hein. Mais vous allez voir ce qui s'est passé, pour le coup je m'y attendais pas, et ça m'a plu. Déjà, je note que dans l'entrée de Logan Paul, mais aussi dans un spot à un moment avec Cody Rhodes, il y avait des plans en drone, un peu un Logan Paul qui le prenait d'abord en selfie, puis le drone qui s'envolait partout. Je me disais, visuellement, c'est intéressant, mais d'un autre côté, ça illustre totalement cette philosophie de la WWE actuelle, où on cherche surtout à créer des moments, en fait. Vous avez remarqué ça? C'est toujours créer un moment, créer un plan, créer le truc qui pourront poster sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, qui fera parler, qui fera réagir, plutôt que de vraiment faire des histoires captivantes et tout. Non, c'est vraiment la culture du moment, mais ça m'étonne pas, ça va avec l'époque aussi. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de dire que là aussi, tout comme le match Money in the Bank d'ailleurs, mais en pire, je me disais parfois, et dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous met à bout parfois, qu'est-ce que c'était haché ce match? Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mémorisé toutes les prises, et qu'on va de prise en prise sans vraie fluidité. Exemple, allez maintenant, c'est le moment où Logan Paul, tu dois faire ton salto arrière sur Jey Uso sur la table. Ah maintenant c'est Jey qui doit faire le spear sur Cena sur la table, avec Cody Rhodes qui s'enlève. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'était robotique parfois. Et d'ailleurs, coup de gueule aussi contre les nouvelles tables qui sont vraiment beaucoup trop grosses, enfin bon, pas fan. Et puis elles ont l'air de pas se casser facilement non plus, hein. Bref. Ça restera ma critique sur ce match, c'est que des fois je me disais, ouais, c'est un gros match, certes, il y a un peu des gros noms, mais qu'est-ce que ça manque quand même de rythme, d'émotion, de psychologie, c'est vraiment très mécanique tout ça, et ça me plaît pas. Mais bon, là où il y a eu une histoire, là où il y a eu de la psychologie, c'est dans son dénouement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est revenu en étant d'abord tout déguisé, on va dire, pour venir coûter en quelque sorte la défaite à John Cena? C'est nul autre que R-Truth. Et ça, pour le coup, c'est quand même un choc. Alors à ce moment-là, je vous dis que ça faisait depuis plusieurs jours que le licenciement de R-Truth, plutôt son contrat non renouvelé, ça faisait beaucoup parler, les fans chantaient « We want the truth » et ils étaient excédés. Ça avait quand même créé un bad buzz autour de TKO, justement encore plus. Et le fait de le voir revenir, nom d'un chien, je me disais « Ah ben là, pour le coup, ils me surprennent, là, ils me font plaisir ». Alors la grande question c'est, est-ce que tout ça a été un grand work, comme on dit, ou pas? Et sur ça, c'est quand même assez drôle, parce que vous aviez Triple H en conférence de presse, qui, à la question qu'on lui posait sur ça, demandait en riant, j'espère en gros, oui, vous profitez du show, ça vous plaît? En sous-entendant en gros que tout ça a été prévu, que tout ça a été calculé, sauf que R-Truth, lui, a quand même dit que c'était pas un work, donc que tout ça n'était pas une grande mise en scène, son licenciement, etc., et que la WWE a véritablement, on va dire, changé son fusil d'épaule en le faisant revenir, en voyant aussi à quel point ça faisait jaser négativement. D'ailleurs, on a pu apprendre qu'a priori, c'est Nick Khan qui aurait contacté personnellement R-Truth pour lui proposer de revenir et le convaincre. Donc, je me dis, si c'est vraiment ça, ce qui s'est passé, alors on a une WWE qui a vu que sa politique d'argent, de licencier en gros sans la moindre humanité, sans le moindre respect pour la carrière légendaire d'R-Truth, et puis même le statut d'R-Truth, et sans sa popularité. Une WWE qui a fait un rétro-pédalage en se disant non, là ça fait vraiment beaucoup parler, c'est pas bon pour notre image, on doit absolument rattraper ça, et qui ont finalement donc fait revenir R-Truth. Même si a priori c'est juste pour un dernier run, bon de toute façon R-Truth il est plus proche de la fin que du début, hein, soyons honnêtes, et donc on voit venir R-Truth, et je me dis bon, au moins c'est une fédération là qui a écouté le public, et qui s'est adaptée à la colère qui était assourdissante des fans. Bon, je dis tant mieux, hein, et à suivre où est-ce que tout ça va mener. Intéressant. Est-ce que R-Truth va avoir droit à un gros push sous l'impulsion de cet élan de popularité chez les fans qui l'ont défendu? Ça, je suis bien curieux à suivre. Et donc, vous l'aurez compris, c'est bien Cody Rhodes qui a pu faire le tomber sur John Cena,
Le champion WWE s'est donc pris un pin, ce qui, à mon avis, n'est jamais très bon pour sa crédibilité. Mais bon, ça rappelle aussi ce qu'ils avaient fait en 2023. Hein. D'ailleurs, c'était aussi à Money in the Bank, sur, vous savez, Roman Reigns, qui s'était fait prendre le tombé par Jey Uso à l'époque dans la Bloodline Civil War. Ça commence à dater, mais je m'en rappelle encore très bien, et c'était quand même très marquant. Et puis rappelez-vous, même à Money in the Bank en 2024, Solo Sikoa avait fait le tombé sur Cody Rhodes. Donc c'est un peu comme si on réservait les matchs tag team à Money in the Bank pour des situations où le champion se prend un tombé sans perdre son titre. Bon, ce qui l'affaiblit en réalité, mais bon, pour quand même aussi peut-être booster, donner du momentum à celui qui a gagné. Et donc, c'est comme ça que c'est conclu, mes amis. Cody Rhodes et Jey Uso en sont sortis vainqueurs, ont triomphé des méchants qui veulent ruiner le catch. Et à ce moment-là, on se pose quand même plein de questions pour la suite. Parce que là, je me dis, on le savait, Cody Rhodes contre John Cena, c'est inévitable. Surtout là, on a en plus fait un pin sur John Cena. Alors, même si pour moi, ça aurait dû arriver dès maintenant, le match 1 contre 1 entre les deux, logiquement, pour son personnage, qui aurait voulu un rematch tout de suite, normalement. Là, je me dis, bon ben là, ça va arriver. Il y aura forcément Cody Rhodes contre John Cena. Est-ce que ce sera en 1 contre 1 à SummerSlam ? C'est ça, la grande question que je me pose et qui m'excite. Pourquoi ? Parce que sachez que prochain PLE, c'est Night of Champions. Et surtout, bon, il s'appelle Night of Champions, il aurait pu s'appeler King and Queen of the Ring en réalité, parce qu'il y aura les finales du tournoi King and Queen of the Ring, vous l'aurez compris, qui va, tout comme l'année dernière d'ailleurs, donner des title shots à SummerSlam à ses vainqueurs. Et là, ça pour le coup ça me plaît, parce qu'il y a plein de possibilités. Je me dis, là, on pourrait imaginer un Cody Rhodes qui gagne le tournoi King of the Ring, ce serait un peu King Cody, pourquoi pas, ce serait marrant, le roi Cody, qui ensuite va défier John Cena à SummerSlam, qui aurait gagné cette opportunité. Mais de l'autre côté, je me dis, Cody Rhodes, déjà, l'histoire impose que tôt ou tard, il ait son rematch contre Cena. Il n'y a pas forcément besoin de gâcher peut-être un King of the Ring pour ça. De l'autre, je me dis, on sait que dans les petits papiers, a priori, un CM Punk contre John Cena pourrait bientôt arriver. J'aurais aimé qu'il arrive des Money in the Bank d'ailleurs, mais il pourrait arriver à SummerSlam. Et pour ça, CM Punk pourrait aussi être le roi CM Punk. C'est vrai, le roi Punk, The Punk King, alors là, ce serait complètement inédit pour lui. Mais de l'autre, je me dis aussi, c'est vrai que on peut peut-être se dire que Cody, tout comme Punk, vu leur statut, n'ont peut-être pas besoin de passer par King of the Ring pour avoir ces title shots et ces matchs à venir contre Cena. Donc, on aurait peut-être à la fois quelqu'un qui va obtenir un title shot à SummerSlam en passant par King of the Ring, plus Mr. Money in the Bank, plus le title shot inévitable de Cody Rhodes, et aussi celui de CM Punk. Et je me dis, comment tout ça va se goupiller ces prochains mois, ça m'excite beaucoup. En sachant aussi que le King of the Ring peut choisir de faire son title shot plutôt sur le titre poids lourd, hein, en sachant qu'il y a un Jey Uso contre Gunther au lendemain de Money in the Bank, enfin le Raw suivant. Donc à suivre, ça, peut-être que Logan Paul par exemple, lui qui a quand même soulevé le titre poids lourd dans le build-up de ce match tag team, et qui laissait imaginer qu'il serait peut-être bientôt champion du monde poids lourd, est-ce que Logan Paul pourrait gagner le King of the Ring pour ensuite avoir son match contre Jey à SummerSlam? Ça, c'est vraiment pas impossible. Et personnellement, je souhaite pas que Logan Paul gagne, alors je comprends l'idée pour la visibilité, pour le buzz que ça ferait, que Logan Paul puisse être bien vu par TKO comme champion poids lourd, mais franchement, je serais dégoûté pour Jey Uso que ça arrive. Il mérite pas ça, Jey Uso. Et j'espère quand même qu'il aura un plus long règne. Mais à suivre, à suivre. En tout cas, tout ça, mes amis, ça m'excite pas mal. Je me demande là, quelles seront les finales pour Night of Champions, du coup. Quels seront les title shots à SummerSlam, en sachant aussi qu'il y a quand même cette rumeur depuis plusieurs semaines maintenant, d'un match avec, d'un côté, John Cena, pourquoi pas Logan Paul, du coup, ou alors un Travis Scott et The Rock, contre Cody Rhodes, peut-être Jey Uso. Et il y a eu la rumeur à un moment de Bad Bunny, en sachant que ça pourrait même être aussi un Randy Orton, hein, en réalité. Un peu un celebrity match en main event de SummerSlam. Bon, moi, j'en serais pas fan, hein. Je préférerais largement un Cody Rhodes contre The Rock, hein, idéalement. Ou alors un Cody Rhodes contre Cena, le 2, le title shot, même si, bon, je me dis ça pourrait par exemple arriver à la toute fin de l'année. En tout cas, le fait qu'il y ait des possibilités, que l'été arrive là, qu'il y a quand même le Money in the Bank, le King of the Ring, chez les femmes aussi, à voir qu'est-ce qui va se passer. Tout ça est quand même assez excitant. Bon, à voir
s'ils vont pas tout gâcher, comme souvent ils en ont l'habitude de le faire. On va checker tout ça de près, mes amis, et n'hésitez pas donc à me dire, vous, vos petits pronostics, hein, pour, à la fois pour les tournois King and Queen of the Ring, et aussi, donc, SummerSlam, le cash-in, quand est-ce qu'il y aura Cena Cody, quand est-ce qu'il y aura Cena Punk, n'hésitez pas à partager tout ça, et espérons qu'on soit vraiment à l'aube d'un été grandiose. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.